Bonsoir madame, bonsoir messieurs. La République démocratique du Congo continue à plonger dans la débâcle sur les plans politiques, sociopolitiques, et cela depuis plus d'un demi-siècle. C'est à croire que les Congolais n'ont pas réussi à tenir correctement les rênes de ces pays pour le conduire sur le chemin du développement. Alors donc, à qui imputer la faute si tous les espoirs suscités depuis le départ du colonisateur se sont effrités au cours des années, laissant place au désespoir, à la désolation, bref, à la famine, aux épidémies, à l'analphabétisme, aux guerres, à l'instabilité des institutions, et j'en passe. Le doigt accusateur est donc pointé en direction de celui qu'on appelle, ou de ceux qu'on appelle intellectuels ou encore élites intellectuelles, c'est-à-dire ces leaders formés ou auto-formés, ces conducteurs de masse sur qui reposent tous les regards et tous les espoirs. Mais hélas, cet intellectuel nous est fabriqué et même présenté sous des visions tantôt convergentes, tantôt divergentes, ce soir par deux écrivains, j'allais dire deux penseurs, deux intellectuels. Freddy Mulumba, merci d'être là. Vous êtes politologue, journaliste et actuellement directeur général adjoint à la Radio-Télévision nationale congolaise. Vous avez publié, nous en avons parlé également sur ces plateaux, une plaquette intitulée « Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo ». On en avait abondamment parlé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une occasion. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails. Et à votre gauche, Guillaume Pépin Manjolo, ministre de la Communication et Intégration régionale. Je disais tout à l'heure, nous vous recevons ici, c'est en votre qualité d'écrivain, à votre actif beaucoup d'essais philosophiques. Et aujourd'hui, tout comme la fois passée on en a parlé, à votre actif également, généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle. Je précise que tous les deux, vous avez été préfacés par le professeur philosophe et théologien Kamana. Voilà, merci à tous les deux d'être là. Nous allons essayer de comprendre ce qui vous divise dans vos écrits, tous les deux, et sur quel point, au fait, vous convergez pour qu'on en arrive à dégager non seulement la notion d'intellectuel, mais à comprendre ce que Freddy appelle aujourd'hui responsabilité des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo. Alors, Freddy Mulumba, puisque c'est vous qui avez publié avant, vous nous présentez l'intellectuel comme ce monsieur ou cette dame qui a été fabriqué dans la moule occidentale, si je ne me trompe pas, et qui raisonne par procuration et qui n'a pas su tirer son pays de la précarité. Est-ce que ce n'est pas excessif? Non, c'est d'abord savoir pourquoi j'ai écrit ce petit ouvrage. Un jour, j'étais dans la rue, j'ai rencontré un papa, il avait un livre à la main. Le papa m'interpelle, ça fait plus ou moins de 5 ou 10 ans. Il me dit, Moana, mon fils, le pays ne marche pas. Si aujourd'hui on fait appel à des Blancs, à des Belges, vous allez nous voir comme des faux types ou bien des gens qui ne sont pas normaux. C'était nostalgique. Non, il a posé la question de fond. Une question de fond. J'ai fait mon petit livre. Je l'ai réédité il n'y a pas longtemps. Et les jours où j'ai cédé une copie à mon ami Maître Pépin Mandiolo, avec qui c'est un grand ami, on partage pas le même point de vue. Il a lu et il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. J'ai dit, il faut qu'on change les habitudes. C'est bien, il n'est pas d'accord, mais au lieu de parler, il faut écrire. Il dit, ok, je vais te répondre par écrit. Donc il a écrit son livre par rapport à ce que j'ai écrit. Comme ça, j'ai dit, il faut d'abord qu'on arrive à faire un débat devant la population, devant les journalistes, pour que les gens sachent ce qui se passe réellement. Oui, donc, le profil que vous faites de l'intellectuel, c'est celui-là, c'est ce profil-là qui n'a pas plu peut-être. Il n'est pas d'accord avec vous. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi vous soutenez en fait votre thèse qui est celle-là. Vous dites que c'est quelqu'un qui est fabriqué à l'école de l'Occident et qui aujourd'hui est incapable de pouvoir nous conduire au développement. Je pense qu'il y a trop de définitions.
Mais la définition que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle du professeur Ngal, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce pays. Ngal, c'est un contemporain de Mudimbe. Mais j'ai préféré prendre la décision de Ngal qui dit un intellectuel, c'est celui qui pense la société. C'est lui qui est dans la société, qui critique, qui prend des distances par rapport à la société et qui donne des orientations. Donc c'est la conscience même de la société, c'est ce qu'on peut appeler intellectuel. Et là où ça devient intéressant de voir que l'analyse d'Engal ou bien la définition d'Engal ne peut pas être un peu, je dirais, universelle. Parce que quand vous prenez les mots intellectuels dans le cadre d'autres cultures, comme la nôtre, je pense que dans nos villages, les mots intellectuels n'existaient pas. Les mots, il y avait quand même des intellectuels. Et il y a un temps où quand vous avez des ponts dans la société, au village, il y a un griot. Les griots chantent, critiquent la société. Et les chefs entendent pour qu'ils se corrigent. Et généralement... C'est des intellectuels? Oui, ils sont des intellectuels, bien qu'ils ne sont pas passés par l'école occidentale. Généralement, en Occident, quand on dit intellectuel, c'est lui qui t'élargit la vérité. C'est ça. En Occident, on pense comme ça. Mais quand on voit la dimension dans la culture asiatique ou bien chinoise, chez eux, les mots intellectuels n'apparaissent presque pas. Généralement, ils disent qu'il faut chercher la vérité et la confronter à la réalité. Et à tout moment, ça peut changer. Donc il faut corriger si la théorie ne marche pas. Donc ils sont dans une vision pratique, bien pragmatique. Ce qui n'est pas le cas en Occident. Et chez nous, la population, nous qui sommes passés par l'école occidentale, nous disons intellectuelle, mais la population ne voit pas, de cette manière. Parce que la population attend, c'est quoi? Ceux qui sont partis à l'école occidentale les rendent libres et que le bien-être de la population s'améliore. Oui, c'est la notion que vous avez. Ce qu'on dit. Oui, vous avez insisté sur cette notion-là dans votre ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui a un point de départ, et précisément la période de nos indépendances. Oui, c'est l'école occidentale, nous sommes les produits de oui, c'est ça. Et c'est ça votre école? Oui, c'est pas mon école comme telle. Moi, je remets ça presque en cause parce qu'on peut se considérer intellectuel. Je prends un exemple un peu facile. Nous avons des docteurs en sciences politiques, des docteurs en économie, des docteurs en sociologie. Nous avons des docteurs en philosophie. Chez nous, au village, on dit, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Dites-moi, avec tout ce qu'on a comme diplôme, on est où? C'est ça la question de départ, je m'interroge. Voilà, donc on va y arriver. Alors, Guillaume Manjolou, vous présentez l'intellectuel comme quelqu'un issu d'un processus, comme quelqu'un qui est issu d'une espèce de cheminement et qui a un parcours généalogique, pour emprunter le mot de votre ouvrage. Alors, vous n'êtes pas très loin de sa définition, de la définition de Freddy, mais vous insistez sur les notions de savoir, de vérité, pour arriver à ce que vous appelez l'homme supérieur. Merci. Bon, une petite correction. Je ne suis pas ministre de la communication, même si je ne suis pas dans le cadre de ministre de la communication. Oh là là. C'est coopération. Mes regrets, c'est coopération. Mais voilà. Je ne suis pas dans ces cadres-là, je suis dans les cadres d'auteur, simplement. Absolument. Comme auteur. Bien. J'avais déjà dans mon livre précédent, je pense que c'est L'homme et la structure, où j'avais épinglé la notion d'intellectuel et comment est-ce que j'ai considéré qu'effectivement il fallait revoir cette notion qui est complètement galvaudée chez nous. Là où je ne suis pas d'accord, et je continue à ne pas être d'accord avec Freddy Mulumba, c'est lorsqu'il présente la situation en disant docteur en ceci, docteur en cela. Je ne pense pas qu'on puisse appréhender les choses de cette façon-là. Les docteurs en sciences politiques, docteurs en sociologie, c'est un technicien du savoir. C'est un technicien du savoir. Ça, c'est une formulation qui aujourd'hui est partagée aussi bien par Sartre que par Mudimbe. Ce sont des techniciens du savoir, simplement. Maintenant, ce savoir-là, il faut le mettre dans la cité, formuler la modification de la cité en proposant des mécanismes de la transformation de la cité au départ de sa propre science, en disant, voilà, dans tel domaine, pour que la cité aille mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut un projet congolais. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont les prétentions d'être spécialisés dans ces idées-là n'ont pas encore formulé les projets congolais. De sorte à ce que, dans chaque domaine, dont notamment leur propre domaine, qu'on puisse se retrouver avec des formulations qui disent, voilà, la mutation est utile pour notre société dans tel domaine, c'est comme ça qu'il faut formuler ça.
Et après, ça devient une politique qui est applicable à la cité et qui produit des fruits. Lorsque à Athènes, Socrate et les autres se mettent à discuter, la base même qui met en place la démocratie, c'est d'abord ça. Ce sont les discussions des gens qui pensent la cité, qui organisent la cité, qui veulent qu'elle aille autrement. Alors ils proposent des solutions pour le mieux-être de la cité. Ce qui a été le cas dans nos sociétés antédiluviennes sur la base de la sagesse africaine. Les sages africains, autrement dit aujourd'hui les philosophes à travers le monde, ont pensé la cité dans tous les domaines et ont formulé des possibilités de la gestion de la cité. C'est ça un intellectuel. Et revenons en Afrique. Alors, non, je parle sage africain, on est en Afrique là. Donc maintenant, transposer à l'actualité, c'est ce qu'on recommande aux uns et aux autres. Il ne suffit pas d'aller à l'usine, c'est-à-dire à l'université, d'avoir une connaissance, de devenir technicien du savoir pour prétendre être intellectuel. Encore faut-il traverser la passerelle du moment où on a maîtrisé les savoirs et comment maintenant on affecte ces savoirs dans la cité pour proposer des pistes, des solutions sur ce qui ne marchait pas. Ou comment est-ce qu'on doit mettre en adéquation avec notre être, notre archéologie moudimbienne, c'est Moudimbe qui dit ça, l'archéologie congolaise. On va chercher comment est-ce qu'on a fonctionné jusqu'au jour aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, et là j'ai rejoint Mulumba, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas seulement photographier, il est dit aussi lorsqu'il parle de la civilisation de la dynastie Meiji, au niveau du Japon, il en parle dans son texte et tout ça. Je soutiens cette option-là. Aller voir ce qui se passe chez les autres, faire l'acculturation au départ de nos propres matériaux. Et il n'y a que les intellectuels très pointus, ceux qui sortent de la dimension des techniciens du savoir, mais qui se transcendent maintenant à ces opérateurs de la transformation de la société et du projet commun pour le bien-être de la société. Il s'agit de ces gens-là. C'est cela que vous appelez hommes supérieurs. Mais ce sont les hommes supérieurs. Ce sont ceux qui voient avant les autres, qui sont à des millions d'années-lumière avant les autres, qui projettent l'avenir déjà. Blaise Ayinda, vous avez certainement des questions à poser aux deux invités. Je voudrais commencer par le maître Pépin Guillaume Mandjolo, parce qu'ici nous sommes sur un terrain scientifique. Tout à fait. J'ai comme l'impression que vous avez pratiquement tiré, on prend les expressions de nous journalistes, vous tirez à boulet rouge sur Freddy Mulumba, parce que visiblement aussi Freddy Mulumba, lui, considère les intellectuels comme ces usiniers que vous décriez, en premier lieu. Vous parlez des professeurs d'université, quand dans son livre, il revient sur même l'origine des intellectuels, il commence par les évoluer, les cercles d'évoluer, jusqu'à remonter jusqu'à nos professeurs, aujourd'hui, ainsi de suite. Mais je voudrais quand même relever qu'il y a quand même des points de convergence, parce que vous deux dites que les intellectuels, ce sont ceux qui doivent écrire, par exemple, et qui doivent parvenir à trouver des solutions pour l'universalité. Tout à fait. D'où cette trilogie que vous aimez tant, la raison, la vertu et la vérité. Voilà. Maintenant, je voudrais que vous puissiez me dire, monsieur le ministre, lorsque Freddy Mulumba estime qu'il est temps de faire une révolution, et vous, je vais prendre un extrait de votre ouvrage, vous dites, vous aimez beaucoup Nietzsche, hein, ça je répète dans chacune des émissions, vous dites, de l'obadade nietzschéenne, il ressort l'affirmation définitive de notre distance avec les sentiments et l'esprit du groupe. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que cet appel de Mulumba est plus ou moins de racines canines, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne suivez pas cette prise de pouvoir, ces coups d'état intellectuels? Mais il n'y a pas une démarche de troupeau chez l'intellectuel. Ça n'existait pas. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'écarte du monde, qui se met à part, qui réfléchit sur le monde. C'est César Toustra qui se met en haut de la montagne qui regarde. C'est Mutumbu qui, chaque matin, évalue la société. Il ne les fait pas en groupe, il ne les fait pas en bande. On ne connaît pas de laboratoire où on enferme les intellectuels pour réfléchir. Chacun, par domaine, va réfléchir en ce qui les concerne personnellement. D'où vous avez des écoles. Vous avez des écoles différentes. Ceux qui proposent la démocratie sont d'une école particulière. Les cyniques sont d'une école particulière. Les épicuriens sont d'une école particulière. D'abord, les épicuriens sont pour moi les meilleurs. Mais c'est vraiment ça reflète la position la plus essentielle de l'intellectuel. Épicure, c'est ça la position qui est d'origine africaine. C'est-à-dire que c'est ce type qui ne fait son travail que par rapport à la cité, qui ne fait pas pour les grands nombres,
qui fait pour les changements, la modification de l'architecture sociale et comment est-ce qu'il voit la cité par la suite améliorée au travers du travail qu'il fait. C'est pour ça qu'on lui pose la question, mais votre travail là n'emballe pas les gens ne suivent pas. Il dit, mais je n'écris pas pour les gens, j'écris pour la cité et pour un petit nombre ou pour moi-même. Parce que je suis convaincu qu'effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui va améliorer la cité. Je n'ai pas besoin d'attirer la sympathie des gens. Ce n'est pas ça mon service. Mon office n'est pas celui-là. Mais il n'y a pas de cité sans population. Non, mais il écrit pour la cité, pour la population. Mais il ne veut pas le faire en bande parce que réfléchir en bande, ce n'est pas réfléchir. C'est réfléchir pour pouvoir être accompagné dans une sorte de tout unisono. Ce n'est pas ça, réfléchir. Réfléchir, on les fait en laboratoire seul, avec une vision globale, et puis on peut comparer maintenant avec les autres. On peut maintenant solliciter la contradiction. Ce que Nietzsche dit dans Ecce Homo en disant, l'homme supérieur est toujours à la quête de la contradiction. Il la sollicite même pour pouvoir s'évaluer. Donc, lorsqu'on a réfléchi, on sollicite la contradiction pour s'évaluer. Donc, il a réfléchi. Donc, il a sollicité. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai veux devoir vous contredire, de sorte à ce qu'on puisse évaluer nos connaissances sur ce point-là précis. Et il s'avère simplement que ces deux textes, aujourd'hui, donnent deux possibilités de pouvoir réfléchir sur le monde intellectuel. D'une part, moi qui pars des origines de l'intellectuel et tout ce processus pour pouvoir s'affirmer dans la société comme étant tel, lui qui voit qu'effectivement la formation universitaire, auréolée des titres des docteurs en ceci, cela suffirait, mais en ce moment-là, il faut faire la révolution pour appliquer quelque chose. Il dit non, c'est pas ça du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas ça. Parce que l'usine produit un savoir technique. La cité recommande de la modification, la transformation. Et ça, c'est une autre option. Okay. Vous ne verrez aucun professeur d'université, si ce n'est pas intellectuel, au niveau occidental, parce qu'après tout, ce ne sont pas nos mots, prétendent être intellectuels. Aucun ministre prétend être intellectuel s'il n'est pas vraiment intellectuel au sens premier du terme. De la même façon, dans les scories de l'histoire de la RDC, vous ne verrez personne au niveau de notre société de base dire qu'il est sage. Un Tchupuita, mon enfant, on les reconnaît par la cité en disant, lui nous produit de la sagesse dans la cité. Okay. Ce n'est pas parce que vous avez été à son école que vous devenez sage. Non. Il faut que par les preuves, vos preuves à vous, au niveau de la cité africaine, congolaise de base, démontrez que vous êtes sage à travers vos actes que vous posez dans la cité pour qu'on puisse vous auréoler de ces titres de sage. Donc, ce qui fait que ça rejoint exactement ce qui a été tiré chez nous au niveau de l'Égypte antique par les Grecs, et l'Égypte antique a tiré même de l'Afrique centrale, parce que, bon, de toute façon, c'était des Noirs au départ et tout. Donc, c'est un peu ça, les processus. Les Européens ne font que formuler ce que nous avons formulé depuis des millénaires, mais qu'on récupère aujourd'hui par les prismes d'une connaissance dans une langue étrangère. C'est un peu ça que j'essaie de pouvoir imprimer, qu'est-ce que j'ai mis dans ce texte, qu'on sorte un peu de l'intellectualité tonitruante. Tout le monde est intellectuel dans ce pays, c'est insupportable. Vous ne produisez aucune intelligence, vous ne modifiez pas les cours des choses de la cité, donc dans aucun domaine vous avez produit l'intelligence de la transformation. Vous n'avez pas de projet congolais à proposer, et comme par hasard vous êtes intellectuel. Sur base de quoi? D'un diplôme? Non. J'ai dit non. Lui dit oui. C'est ça la différence. Justement, Freddy Mulumba aussi, puisqu'on parle de la cité, vous remettez, il se sent révolté, il voit l'évolution de ces techniciens du savoir qui sont appelés intellectuels. Il dit même qu'ils sont paupérisés, deux fois ils sont mis dans des bonnes dispositions par des tyrans, ainsi de suite, pour servir effectivement vis-à-vis de ces tyrans-là. Mais il dit quand même quelque chose par rapport à la cité. Il affirme que il estime que ce groupe-là peut rester autonome, indépendant, mais en étant supporté par la cité. Alors là, il répond même, il dit, mais écoutez, la cité n'a pas d'argent pour subvenir à vos besoins. Et c'est là où je cherche à savoir. Freddy Mulumba dit, oui, ok, est-ce que vous ne faites pas un appel de phare, comme on le dit? Vous demandez à la société de vous prendre en charge pour que vous puissiez mieux réfléchir sur sa situation. Oui, des choses d'abord, je voudrais répondre à mon ami Maître Mandiolo. Je pense qu'il y a un problème. Ça, c'est en partant de Raymond Aron. J'ai beaucoup étudié aussi, utilisé, qui avait fait un débat sur les savants et les politiques. La question du départ était, est-ce qu'un savant peut être politique? Et ce sont les mêmes métiers. Raymond Aron, mais
qui explique Max Weber. Il dit, un intellectuel, c'est un homme de théorie, un homme de réflexion. Un politique, c'est un homme d'action. Donc, ce sont des métiers différents. Donc, si vous devenez intellectuel, est-ce que vous devenez politique? Un intellectuel, comme il m'a parlé de Kamana, Kamana devient politique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore l'appeler intellectuel? Mais en partant des idées de Weber et Raymond Aron, si quelqu'un qui est un homme de théorie, qui entre en politique et la pratique, il cesse d'être intellectuel. Parce qu'on ne va pas le juger par rapport à ses réflexions, par rapport à des théories, ou bien par rapport au paradigme qu'il a produit. On va le juger par rapport aux décisions prises politiquement. Est-ce qu'il a pris comme position, comme décision politiquement? Ça a rendu notre peuple heureux. Et ça a rendu notre peuple indépendant. Et ça a amélioré le bien-être. Donc, c'est les débats que Max Weber et Raymond Aron qui ont tenu à différencier un peu ces deux statuts de ceux qui sont passés par l'école. Pour notre cas, parce qu'on assiste chez nous, tout diplômé, docteur, professeur, n'est pas seulement un intellectuel. Je pense que Maître Pépin en a parlé de technicien du savoir, en citant Sartre. Mais il est parvenu à dire, mais quand est-ce que cette personne, cette technicien de savoir, quand est-ce qu'il devient intellectuel? Je pense que je lui laisserai qu'il puisse très bien l'expliquer, parce que c'est lui à lui. Donc pour moi, il faut diviser. Il faut qu'il y ait le partage de rôles. Il y a ceux qui pensent, que moi j'appelle des théoriciens du savoir, des intellectuels, des philosophes, des techniciens du savoir. Il y a ceux qui agissent, sont des politiques. Donc ils n'ont pas les mêmes métiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être en contradiction. Il faut se compléter. Donc s'il y a des gens qui réfléchissent, même s'ils ont de belles réflexions, si ce n'est pas mis en pratique par les politiques, ça ne donnera pas de bons résultats. Donc, il faudrait, ceux qui pensent, permettre à ceux qui sont dans l'action d'aller s'inspirer, d'aller, prendre dans ce que d'autres ont produit comme pensée pour prendre de bonnes décisions. L'exemple est là. Je vois chez nous un débat sur la Constitution. Qui parle? Ce sont des politiciens. Bien qu'ils aient des compétences scientifiques intellectuelles, en droit constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre des gens qui n'ont pas tellement de couleur politique, qui n'ont pas de parti politique, qui doivent expliquer à notre peuple, même aux élites politiques, quelle est leur intention à faire. Ça prend des débats scientifiques, après des débats intellectuels, que les politiques maintenant vont s'inspirer. Ceux qui sont les techniciens du savoir, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, sur base de ce qu'on a discuté à un niveau universitaire, parce que les droits constitutionnels, on l'apprend à l'université, ce n'est pas à la cité. Alors, monsieur, c'est pas dans la rue. Oui, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je dirais tout de même, si je comprends bien pour vous, quand on entre dans le domaine politique, on cesse d'être intellectuel. Oui, tu as le savoir que tu as acquis sur les bancs, de l'université. Tu es économiste. Au bout de la réflexion, c'est le résultat qui compte. Est-ce qu'au niveau de la politique, on ne produit rien? Non, un politicien n'est pas là pour produire. Il est là pour prendre des décisions. Mais pour prendre de meilleures décisions, il faut des gens qui sont en dehors de la sphère politique, qui doivent faire des études. Donc, on peut dire un peu des experts, peut-être à côté de vous. Et moi, je ne prendrai pas les experts comme des intellectuels. Et sur ce point-là, il n'est pas d'accord. Les intellectuels, pour moi... Oui, d'accord, mais il n'est pas... Oui, justement. Les intellectuels, pour moi, sont des gens qui sont libres, qui pensent librement, qui sont capables de remettre en cause toute réalité ou bien toute proposition qui est donnée. Donc, tu as cette liberté. Mais quand tu es à côté d'un homme politique, tu peux être un économiste. Tu peux être un économiste, le patron, le ministre, c'est un communiste. Il va te demander de travail, de faire ta réflexion par rapport
à l'idéologie communiste. D'accord. Mais Alors, quand tu es à l'université, c'est autre d'accord. chose. Alors, monsieur le ministre, donc, vous avez cessé d'être intellectuel et vous êtes dans la politique. Non, mais ça, c'est une notion que je combat qui a balayé complètement. Elle ne tient pas la route une seule fois. C'est-à-dire que vous êtes un homme au matin, dès que vous mettez dans une activité, vous devenez autre chose qu'un homme. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il y a foultitude d'exemples par rapport à ça. Qu'on passe par la Bible avec les Salomon qui sont restés dans la sagesse absolue, qui ont continué avec ça dans la gestion. Et qu'on revienne au monde normal avec Marc Aurèle, qui est l'empereur intellectuel puissant et qui produit des textes en étant empereur. Il écrit les pensées pour lui-même qui sont opérationnelles jusqu'aujourd'hui en plein pouvoir. Qu'on aille voir Alexandre le Grand qui est accompagné par Aristote, qui travaille pour lui au quotidien, qui produit des textes pour lui, qui lui dit comment il faut gérer la société à partir de cette sagesse. Qu'on aille voir, comment il s'appelle encore, Cicéron, qui est à la fois philosophe, qui est juriste, qui est politique, qui fait tout en même temps. Aujourd'hui, les textes les plus aboutis en termes de plaidoirie, la beauté de la science et son application sur la cité, sur les droits, c'est Cicéron imparable jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas me dire que ces textes, je les produis en tant que ministre. Est-ce que ça dénature les actions que j'ai faites de la recherche, du savoir en permanence? Non, c'est faux et archi faux. C'est que là, c'est-à-dire, il y a un paradoxe chez vous, mon cher Mulumba. Non seulement vous dites qu'il n'est pas approprié de pouvoir faire la politique d'un intellectuel, et en même temps vous recommandez que les intellectuels puissent prendre les sièges politiques et puissent gérer parce qu'ils sont meilleurs que les politiques. Donc il y a un paradoxe. Soit ils sont intellectuels et qu'ils ne fassent jamais la politique, c'est qui est votre recommandation première, mais vous ne pouvez pas le dire à la fois au début de votre livre en disant votre place n'est pas à accompagner tous ces tyrans et tout ça, à aller vous pervertir. Votre place est dans le laboratoire. Et tout de suite après, vous dites, prenez les pouvoirs. Donc, il y a un paradoxe monumental que je réprouve. C'est-à-dire que vous avez suivi une petite facilité à un moment donné parce que vous étiez peut-être emporté. J'ai dit, bon, connaissant votre magnificence dans les textes et tout ça, là, il y a un problème. Ce n'est plus le Mulumba que je connais. Mulumba s'est laissé aller parce que très souvent, vous êtes très passionné. Très, très passionné. Et des fois, la passion vous emporte. La passion de la science. Oui, c'est de la science. Donc, à un moment donné, une sorte de désorganisation en termes du fil qui conduit du postulat que vous faites et l'explication qui accompagne le postulat. Il y a un problème, il y a une faille dans la réflexion à un moment donné, c'est ce que je réprouve. Mais simplement, aussi bien au départ, vous lancez un postulat très intéressant que je peux partager en partie, aussi bien que, bon, les processus deviennent complètement laborieux, on ne comprend plus très bien. Donc, je maintiens la position. L'intellectuel, ça devient une nature. Cette nature repose, parce que quand on est perverti, on n'a pas été vraiment intellectuel. Cette nature repose sur la vertu et la raison. Vous devez être toujours vertueux parce que vous travaillez pour la vérité. Être vertueux et raisonnable sans cesse. Ce qui fait que, arriver aux affaires, les cas échéants, vous l'appliquez obligatoirement de sorte à ce que, puisque vous êtes maintenant dans l'application, c'est comme dans un laboratoire. Vous avez la théorie, et quand vous arrivez à la dissection, pour ceux qui font la médecine, vous appliquez la théorie, tout simplement. Donc, mais vous devez avoir la maîtrise totale de la théorie pour appliquer maintenant, faire le travail final. Si vous n'avez pas la théorie, il est impossible d'arriver à pouvoir résoudre le problème. Donc j'arrive dans un ministère, j'arrive dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel travail, il faut que je parte d'abord de la pensée. Comment est-ce qu'on a pensé l'exercice des fonctions dans cet endroit ici? Camus. Avant d'agir, pensez d'abord. Or, Mulumba nous dit, vous n'êtes pas là pour penser, vous êtes là pour pouvoir faire des actions. Mais les actions, vous le faites sans penser, c'est pas possible. Donc, en ce moment-là, c'est une anarchie extraordinaire. Alors, vous cherchez à l'amener toujours dans ce domaine politique, de vous écarter totalement de sa conception. Vous voulez peut-être l'amener à prendre la notion que vous développez dans votre ouvrage, à savoir les vrais et les faux intellectuels. Oui, tout à fait. Il y a les vrais intellectuels. Les vrais intellectuels, ce sont ceux qui sont sortis. Non seulement ce sont au départ des techniciens du savoir, parce qu'ils ont maîtrisé un domaine précis, mais maintenant veulent transformer la société à partir de leur savoir. Ils transforment la société par des formulations, des modifications, et il y a un processus qui s'est fait à leur niveau. Mais ceux qui sont figés simplement au départ de l'usine, qui ne sont que répétiteurs de ce qu'ils ont appris sans transformer la société, ne sont pas des intellectuels, ce sont les techniciens du savoir. Et Sartre va plus loin, et j'ai beaucoup apprécié, j'ai mis ça dans le texte. Sartre dit, un physicien nucléaire peut être appelé intellectuel dès lors qu'il fait sa révolution, au sens où
il a fait une centrale nucléaire pour donner l'électricité. Mais finalement, son pays utilise ce savoir pour transformer ça en bombe nucléaire. Alors à ce moment-là, il dit non, je ne suis pas d'accord parce que c'est contre l'universel. Qui dit universel ici entend le bonheur de tous. Or, tuer les gens avec du nucléaire, ce n'est pas le bonheur de tous. De la même façon, pour un autre intellectuel qui est Trotsky. Trotsky, c'est extraordinaire. Trotsky, c'est un intellectuel puissant, avéré. C'est Trotsky qui crée l'armée rouge. C'est pas Staline, c'est Trotsky. C'est un intellectuel de très haut niveau. D'ailleurs, c'est lui qui est le penseur, mais profond du communisme le plus rigoureux. Mais c'est lui en même temps qui crée l'armée rouge qui est à la base de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est l'armée rouge qui a gagné la guerre et non les armées alliées. Donc, c'est dire à quel point vous avez des intellectuels qui ont été à la fois dans les laboratoires et sont venus aux responsabilités, ont appliqué, ont transformé complètement la société. Une question aussi, parce qu'on sommes justement dans le même ordre d'idée, parce qu'on parle de l'armée rouge, on parle des puissances, celles que vous appelez les puissances étrangères, qui ont formé l'intellectuel congolais, les usiniers congolais, on va les appeler ainsi. Et puis, finalement, vous dites non, quelque part, dans le livre de Pépin Guillaume Mandiolo, il dit vraiment qu'il est trop étonné que vous puissiez affirmer que ces intellectuels qui travaillent pour les puissances étrangères, et il s'étonne. Du moment où ils ont été formés là-bas, et vous voulez qu'ils se comportent comment? Oui, je pense que nous tous, nous sommes passés par l'école occidentale, l'école coloniale. Nous sommes le produit d'un système. L'école était mise en place pour d'abord servir des intérêts étrangers. C'est comme ça qu'on a eu des évolués. Et après, on a des universitaires, c'est presque la même logique. Et on nous a appris à se servir nous-mêmes. Donc on n'a pas été formé, l'école n'a pas produit des gens pour rendre notre peuple heureux. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Mais je pense qu'il faut que je revienne un peu à ce que mon ami Mandiolo vient de dire. Je passe par des exemples. Parce que quand on est philosophe, ça c'est Michel Onfray qui a écrit un petit livre là sur vivre comme un philosophe. Quand on est philosophe, on est intellectuel, il faut vivre la philosophie, donc tu es dans la pensée. Et quand tu entres en politique, il y a des contraintes. D'abord, les contraintes structurelles. Je prends un exemple facile. Il y a Pépin qui est membre d'un parti politique. Il a, en tant qu'intellectuel, il peut avoir ses idées. Est-ce que par rapport à la structure politique dans laquelle il est-ce qu'il a cette liberté de dire ce que lui pense? Parce que l'exemple est là. Son parti est libéral. Donc c'est ça son parti, donc c'est comme une idéologie libérale. Est-ce qu'il peut aller à l'encontre de cette idéologie en pensant, en étant intellectuel? Donc moi je dis, quand je parle de cette question de liberté, parce qu'un intellectuel c'est d'abord un homme libre, qui pense librement, qui ne compte même pas, qui n'a pas de contraintes par rapport aux structures. Mais dès que tu entres dans une structure, automatiquement il y a des règles, il y a des normes. Tu dois t'adapter. Mais il a donné beaucoup d'exemples ici. Oui, tu n'as pas cette liberté-là. C'est là où nous sommes tellement opposés. Donc il peut révolutionner, le principe il peut révolutionner. Là, il y a des contraintes. Oui. Les contraintes t'imposent. Oui, les contraintes ne sont pas immuables. Les contraintes, j'en ai parlé entre l'acteur et le système. Oui, l'acteur et le système. J'ai pris un exemple, ça c'est à partir de Michel Crozier. Est-ce que c'était... parce que généralement, quand Mobutu est parti, beaucoup de gens ont dit ce n'est pas notre faute, c'est la faute au système. Et je me pose une question. Est-ce qu'un acteur dans un système peut être libre ou bien peut être, comment dirais-je, contraint par le système? Parce que là, en utilisant la théorie de Michel Crozier, l'acteur et le système, il dit un acteur, quand il est dans un système, il y a des normes, des règles. Mais fait le calcul de coûts et bénéfices. S'il gagne, il reste. S'il perd, il sort. C'est le cas de Modimbe. Quand Mobutu a décidé de mettre tout le monde dans le comité central, Modimbe a dit non, moi je ne suis pas un politique. Je suis un philosophe ou bien un écrivain qui n'entre pas. Qu'est-ce qu'il a fait? En exil. Et ceux qui sont restés dedans. Ils ont vécu pendant longtemps avec un peu parti État. Maintenant, Mobutu est parti, on commence à accuser. Le système, avec ses normes, avec ses règles, dès que tu entres, il faut s'adapter. Et là,
tu perds ce qu'on appelle l'autonomie intellectuelle. Tu n'es plus autonome. Et on cesse Mais d'être Trotsky a intellectuel. changé puisque l'armée rouge Automatiquement, est née on de cesse. son système. Vous Ça, avez des c'est terminé. compétences. Oui. Il dit ceci. Oui. Vous avez des compétences. Vous êtes ce qu'il dit avec Sartre, comment on appelle? Technicien du Technicien savoir. du savoir. Mais tu n'es pas là pour chercher la vérité. C'est là où ils ne sont pas d'accord avec un intellectuel. C'est celui qui est toujours à la recherche de la vérité. Il ne pose pas la vérité. Un homme politique ou bien quelqu'un qui est en politique, c'est qu'on attend que lui dire non, j'ai écrit 10 livres, 50 livres. On va dire, tu étais ministre, tu étais président. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? On va te juger sur base. Par rapport aux actions. C'est tout. On ne va pas voir si tu étais physicien. Ça ne dit rien aux gens. Mais c'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a la grande confusion. Déjà, pour Moudimbe, il faut relativiser, largement relativiser. Les Moudimbe qui refusent de rentrer dans un système autocratique, ici, ce n'est pas les mêmes Moudimbe qui a la chaire de philosophie à Stanford. À la chaire de philosophie de Stanford, où les meilleurs élèves sont des droites, ce sont les républicains, dont notamment on peut dire que est passé par là notamment Condoleezza Rice, comme étudiante de Moudimbe. Voilà la production de Moudimbe qui donne une puissance supplémentaire à la formulation de la pensée américaine, comment ça s'applique. Il y a une confusion par rapport à ce genre de choses. Que je ne sois pas d'accord avec un système parce qu'il ne correspond pas à l'idée de la vérité, de la mise en œuvre de ma pensée, mais je peux être aussi d'accord avec un autre système. Ce qu'il a fait, refuse RDC, mais donne sa science du langage et de la puissance au niveau de l'Amérique, dont notamment certains étudiants, ici je cite Condoleezza Rice qui a été au département d'État. Voyez-vous, donc on doit sortir un peu de la confusion. C'est pour ça que je dis que les pensées chez Mulumba sont fixes, sont intéressantes, mais la passion emporte et dénature ces pensées-là. C'est là où on doit se recentrer. On ne cesse pas d'être intellectuel, on essaie de pouvoir aller bousculer les choses à l'intérieur du système en apportant une dimension particulière parce qu'on vient barder d'un savoir et d'une envie de modification, de transmutation, de déflagration pour passer à autre chose. C'est-à-dire que tout ce système qui est gangréné, il faut lui enlever toute cette gangrène pour donner tout son éclat. C'est nécessaire de pouvoir le faire. Et vous le faites comment? Si vous êtes en dehors totalement du pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai parlé d'Aristote ici, je peux parler de tous les grands de ces mondes ont eu à côté d'eux des penseurs qui les accompagnaient tout le temps pour leur dire ça c'est pas bon, comme ça il faut faire autre chose. Parce que vous-même, si vous n'êtes pas intellectuel à la base, vous n'avez pas les réflexes de la transformation de la société. Prenons l'exemple de l'Angleterre et prenons l'exemple des États-Unis. La mise en place du système anglais est dictée par Hobbes. Il vous donne les matériaux de la transformation. Il vous explique comment vous faites ça. La mise en place du système américain est dictée par Locke, qui tire des enseignements de Hobbes et qui formule ça autrement pour dire la liberté absolue des individus doit primer avant toute autre chose. C'est-à-dire que la volonté du peuple est au-dessus de toute autre considération. C'est Hobbes avec le gouvernement civil 1 et 2. Donc ce sont les réalités qui sont là. Les Lumières en France propulsent la révolution. Donc les révolutionnaires s'accaparent d'un mécanisme de fonctionnement. Donc il n'y a pas de mécanisme politique qui existe de manière sui generis qui s'applique à eux tout seuls. Non, ça n'existe pas. C'est la philosophie et la sagesse qui s'appliquent à la cité. Alors si vous êtes vous-même porteur de cette philosophie et que vous êtes toujours armé de cette vertu, de cette raison, de cette vérité, vous l'appliquerez. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous pouvez sortir du système. Mais ça ne dénature pas ce que vous êtes. Un homme supérieur reste un homme supérieur. Alors, quelles que soient les circonstances. Non, c'est-à-dire, s'il rabaisse, il baisse la garde, c'est que c'est un usurpateur. Donc, ce n'était pas un homme supérieur. Et ça, je l'ai dit aussi dans l'homme et la structure, je l'ai dit aussi à un moment donné dans ma nation, j'expliquais toutes ces notions-là. Donc, on doit se recentrer. J'entends ici les gens passer à la télévision, les techniciens du savoir, dans leur domaine, je suis constitutionnaliste. Très bien, vous êtes technicien du savoir. Ça s'arrête là. Vous n'êtes pas celui qui va devoir performer, modifier la société. Vous êtes en train d'expliquer toutes les théories sur la Constitution, telle que telle a dit, telle a dit, telle a dit. Vous-même, vous proposez quoi pour cette société congolaise, elle, qui est sui generis, qui est à part, qui est spéciale. Y a-t-il une Constitution congolaise à la congolaise? Elle n'existe pas. Donc, votre Constitution que vous nous apportez, c'est par rapport aux matériaux des autres. Est-ce que, par rapport à l'être congolais, à l'étant congolais, vous nous avez proposé quelque chose? Non. Vous êtes un technicien du savoir.
Vous n'êtes pas intellectuel. Ok. Alors, Freddy Moulumba, alors, c'est votre remise en question, si vous voulez, de l'intellectuel aujourd'hui procède quand même en fait, d'un procès tout à fait impitoyable aujourd'hui, puisque vous dites l'intellectuel, c'est lui qui est la base de toute la déchéance sociale au fait de notre pays. Mais c'est quand même trop affirmé, ça. J'ai dit d'abord pour te répondre, on a formé des capitas et des mangeurs de foufou. Très clair. On n'a pas formé des gens qui sont capables de se remettre en cause et de critiquer la société. Donc il faut travailler pour les intérêts. Et puis, d'ailleurs, il y a un roman de Djungo Simba, La Mangeoire. Il a bien expliqué comment les élites, ceux qui se disent professeurs et autres, se comportent. C'est quand ils entrent en politique. Ils ne sont pas différents des autres. Mais la question, sont-ils intellectuels ou pas? Je voudrais répondre à mon ami Pin par des petits exemples. Karl Marx était un grand théoricien des révolutions. Karl Marx n'a jamais fait la révolution. Il a pensé la société. C'est Lénine qui est parti mettre en pratique ce que Karl Marx avait pensé. Et ça donne quel résultat? Un totalitarisme comment dire, les goulags et puis peut-être un génocide en URSS avec les soviétiques. Ça a été une catastrophe. Mais la pensée de Karl Marx était meilleure. Et la pratique, c'était autre chose. Deuxième exemple que je donne. Parce que chez nous, ici, il y a, quand je parle des intellectuels, on voit les professeurs d'université pour voir un peu la part des choses. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui. Vous prenez un homme comme Henry Kissinger. C'est un grand penseur, un grand intellectuel, un grand professeur d'université. Mais jamais on va appeler Kissinger professeur. Parce que dès qu'il est secrétaire d'État, il était secrétaire d'État donc américain, dès qu'il était conseiller spécial, je pense de quelques présidents, je ne connais pas encore le président en tête, si c'est Nixon ou bien quelqu'un d'autre, il a cessé d'être intellectuel. Parce qu'on juge Kissinger aujourd'hui parce qu'il a produit des théories. Mais quand il est entré en politique, qu'est-ce que Kissinger a fait? On parle pas du Vietnam, non. Il y a beaucoup de cas de coups d'État, par exemple ce qui s'est passé au Chili. C'est Kissinger. Est-ce que Kissinger a se comporté en tant que politique ou bien se comporter en tant qu'intellectuel? Parce que si on veut les juger aujourd'hui par rapport au Chili, il y a eu un coup d'État. On les juge en tant que politique parce qu'ils devraient mettre en pratique la politique américaine pour arriver à un objectif, arriver à atteindre un objectif donné. Comment l'Amérique devrait contrôler le Chili. En tant qu'intellectuel, je pense qu'on peut dire qu'il était devenu un peu un homme insupportable. D'ailleurs, beaucoup de gens le condamnent aujourd'hui. Mais c'est là aussi il y a un problème chez vous, c'est que votre notion de l'intellectuel qui doit être affecté à un bien-être par rapport à votre vision à vous n'est pas opérationnelle. Kissinger fait la politique de la volonté de puissance d'un pays. Est-ce qu'il est intellectuel? Mais il est intellectuel, bien sûr qu'il est intellectuel. Kissinger fait la politique. Non, Kissinger, c'est un intellectuel. Il produit la pensée. Il applique sa pensée. La pensée, c'est l'hégémonie américaine. Ils assument ce qu'ils sont en train de faire, ils assument. Moi, je suis pour la volonté de puissance, l'hégémonie de la RDC sur l'Afrique. Je suis pour ça. Je ponds le texte dans ce sens que je souhaiterais que nos enfants puissent être les maîtres de l'Afrique absolue. Qu'on soumette toute l'Afrique à l'autorité congolaise. Je suis dans cette idée-là. Je partage la même idée que Kissinger. Donc, c'est la volonté des plus forts. Les faibles sont écrasés. Je suis mal à l'aise d'entendre la RDC pleurer sans cesse. On nous a fait ceci, on nous a fait cela, il y a un complot contre nous. Mais non, ça c'est la culture des faibles. Je propose une dynamique différente. Le nanisme que vous appeliez. Oui, mais c'est-à-dire il faut une culture des grands, des géants, des gens qui ont une portée, une vision de la volonté de puissance absolue. La RDC comme représentation, comme puissance, c'est ce que je propose. Et Kissinger a proposé ça dans les processus américains, ils l'ont appliqué, ils dominent le monde. Et maintenant, on se soumet tout ça. Eux, on est à la Banque mondiale, demander de l'argent, on fait ceci, là, tout ça, on veut leur protection. Et nous sommes soumis à leur autorité. Ils ont fait le travail par rapport à ça. Donc, donc vous nous proposez une culture de la soumission, de la pleurniche et de la supplication. Moi, je ne partage pas cette culture-là. Bon, je ne peux pas apprendre à mes enfants, pardon, je vais clôturer là-dessus. Oui, rapidement, il nous reste 5 minutes. Donc, je ne veux pas apprendre à mes enfants cette culture-là. Ce qui fait que quand vous dites intellectuel, là, on n'est toujours pas d'accord, parce que ici, quand on pose des questions, on nous pose des questions sur l'intellectuel. Donc,
Apparemment, la confusion continue à être Entretenue. à régner et à être entretenue. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que les débats publics qui va venir bientôt permettra à ce qu'on ait un peu plus de temps pour pouvoir élaborer nos pensées et présenter à la population. Ici, je suis pour la volonté de puissance absolue. Absolue. La RDC comme première puissance africaine, comme parmi les 10 premières puissances du monde, avec du nucléaire, avec l'énergie, avec tout ce qu'il faut et tout ça, parce qu'on a tout ce qui est nécessaire. Maintenant, il faut armer nos enfants de l'intelligence, d'où je parle de la lutte nouvelle. La lutte nouvelle, c'est cette capacité à injecter de l'intelligence dans les cœurs des jeunes Congolais, à leur donner cette dimension de supériorité par rapport aux autres, parce que Dieu étant Congolais, c'est normal qu'on soit supérieur aux autres. Non, on termine avec vous. Alors, que faire maintenant, Freddy, pour remettre l'intellectuel congolais sur les chemins de l'éthique, de la moralité Exactement. Si vous voulez. Oui, oui, vous êtes des écoles tout à fait différentes. Non, Je lui, crois il est que politique. Ouais. Et regardez le mot qu'il utilise, la volonté de la puissance. Lui, il veut dominer. Un intellectuel construit la pensée pour libérer l'homme. C'est très différent. C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas politique. Lui, il est politique. La volonté de puissance. Moi, je n'ai pas la volonté de puissance. Moi, je travaille pour la liberté, que les gens deviennent libres. Donc, vous dites quelles sont les solutions. Je pense que les problèmes ici aujourd'hui, c'est remettre en cause. C'est poser la question, à quoi sert la science? Est-ce que notre société, notre État, ont-ils besoin des hommes de science et des intellectuels? C'est la question de fond. Parce que quand vous voyez dans quelles conditions se trouve l'université, or actuellement les intellectuels sont produits par les universités. Alors pour Ils ne viendront pas d'ailleurs. Pour vous, un non-intellectuel est inutile dans ce pays? Non, quand on est non-intellectuel, c'est par rapport, nous discutons ici avec des ça, concepts ça occidentaux. Ça dépend même du concept. C'est les concepts occidentaux. Si vous partez à Kinshasa et parlez d'intellectuels, on ne connaît même pas. D'ailleurs, on nous met tous dans la même caisse en disant qu'ils étaient à l'école des Blancs. Mais ils ont échoué. On ne dit pas que tu es intellectuel parce que tu parles français ou bien tu as des diplômes. Non, ils ont échoué. Parce que ce qui compte pour la population, est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils boivent? C'est la question des fonds. Mais aussi, on voit quand les gens meurent ici. Les musiciens ont fait la fête. Mais Malo Kaleng est mort, on n'en parle même pas. Et on vient de donner la maison de Papa Wemba, on a créé un truc là. Ça devient un musée. Un musée. Mais on a oublié quand même la science. Donc la question de fond, quelle est la place de la science dans notre société? Un mot directeur, parce qu'il y a une phrase nécessaire pour qu'on sorte de la confusion. La volonté de puissance a été appliquée ici entre 55 et 60 par les jeunes gens qui ont récupéré le pouvoir alors qu'ils étaient sous autorité étrangère. Ça s'appelle la volonté de puissance. Qu'on ne puisse pas avoir la confusion. Vous ne pouvez pas accepter de vous soumettre à autrui en permanence à vitam aeternam. C'est ça la volonté de puissance. Vous ne pouvez pas avoir une terre aussi riche et se soumettre à être gentil. C'est ça la volonté de puissance. Si les Lumumba n'avaient pas sacrifié leur vie, on serait encore sous autorité belge jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la volonté de puissance. Voilà, Ils étaient politiques. Merci. Merci d'avoir accepté cet échange. On va continuer le débat sous une autre forme, surtout sous forme de conférence comme on a proposé tout à l'heure. Merci Blaise, merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis et à très bientôt.